Ma présentation est surtout sur les aspects gouvernance, mais je fais aussi des présentations sur des aspects plus algorithmiques pour essayer de développer des IA sécures. Je ne sais jamais si c'est sécure ou sûr en français, mais en tout cas. Euh, donc rapidement, la chose évidemment importante à garder à l'esprit, c'est que il y a un lien très direct entre le niveau d'intelligence et le pouvoir qu'on peut avoir sur notre environnement ou sur les autres. Et au fur et à mesure qu'on développe des IA plus intelligents, plus capables dans différents domaines de compétences, ça donne soit à ceux qui la contrôlent ou potentiellement à l'IA elle-même un pouvoir grandissant. Alors, maintenant, avec ChatGPT, ce qui est clair, c'est que beaucoup de gens, des investisseurs, des gouvernements ont compris ce que je viens de vous dire et sont en train d'investir massivement pour développer, avec beaucoup plus d'argent qu'auparavant encore, le développement des capacités de ces IA. Que, évidemment, le pouvoir, ça attire les humains. Euh, donc, ce qu'il faut aussi savoir d'un point de vue timeline, ceux qui développent là, les systèmes à l'état de l'art dans quelques poignées d'entreprises pensent qu'on pourrait atteindre grosso modo le niveau d'intelligence des humains d'ici aussi peu que 2 à 5 ans. Moi qui n'ai pas les mains dedans en étant universitaire, je serais un peu plus conservateur, mais c'est possible que ce soit aussi rapide que ça, mais ça pourrait aussi être 20 ans ou 30 ans. Donc, ce qui est embêtant, c'est cette incertitude, évidemment, et le fait qu'on n'est peut-être pas prêt socialement à faire face à des perturbations qui s'en suivraient avec des systèmes qui auraient beaucoup de capacités, donneraient beaucoup de pouvoir à ceux qui l'utilisent. Par ailleurs, ces systèmes pourraient éventuellement dépasser l'intelligence humaine, en tout cas dans certains domaines. Il n'y a pas de raison scientifique de croire que l'intelligence humaine est une limite supérieure à l'intelligence. Et il y a en fait même des raisons de penser que même si on atteignait les performances des humains, ou en tout cas les principes qui nous permettent d'être intelligents, grâce au fait que ces IA sont implémentées sur des ordinateurs digitaux et que notre cerveau est plutôt un support euh, analogue, en fait, ça donne des avantages qui sont déjà une partie de l'explication pourquoi, par exemple, ChatGPT connaît beaucoup plus de choses que nous. C'est que grâce à la bande passante entre les ordinateurs, le fait que la mémoire peut être précise, exacte, qu'on peut copier, par exemple, l'IA sur un autre ordinateur, tout ça, ça fait en sorte que ces systèmes peuvent acquérir beaucoup plus de connaissances beaucoup plus rapidement, lire beaucoup plus de choses, si vous voulez. Voilà, donc il faut réfléchir au niveau de la gouvernance, à la fois évidemment aux bénéfices que ça peut apporter à la société, mais aussi aux dangers que ça crée. Et le concept peut-être le plus important au niveau technique pour comprendre ces dangers, c'est le problème de l'alignement. Donc, on ne sait pas aujourd'hui programmer ces systèmes pour qu'ils agissent selon nos intentions. Et ça donne déjà des problèmes, hein, des IA qui peuvent être insultantes, qui peuvent discriminer les groupes sous-représentés, qui peuvent prendre des décisions qui ne sont pas respectueuses du droit, des droits de la personne, des enjeux de vie privée, etc. Mais plus on avance, plus on voit se profiler d'autres problèmes dus au fait qu'on ne sait pas programmer ces systèmes pour que qu'ils tombent entre de mauvaises mains ou qui sont utilisés même à travers une API, ils puissent faciliter des usages criminels, terroristes ou d'États voyous, que ce soit au niveau de la désinformation, des cyberattaques, des armes biologiques, des armes chimiques, etc. Euh, et puis, il y a quand même une certaine littérature, des arguments qu'on peut accepter ou pas, qui suggèrent que même si on, on essaye de programmer ces systèmes pour qu'ils obéissent à nos instructions, il y a des scénarios, des analyses mathématiques qui suggèrent qu'on pourrait aussi en perdre le contrôle. Euh, et ce serait une trop longue discussion, mais de toute façon, il y a l'enjeu que des êtres humains pourraient volontairement donner comme instruction à ces machines de s'auto-préserver et du coup créer des IA qui ont leur propre intérêt, qui n'est pas nécessairement aligné avec le nôtre. Donc ce problème d'alignement est assez central.
On ne sait pas le résoudre scientifiquement et toutes les tentatives qui ont été essayées depuis quelques années ne fonctionnent pas. Donc, on peut même, sans avoir accès au code, simplement en changeant les instructions, on peut défaire des protections qui ont été mises. Et puis, si on a accès au poids, on peut faire ce qu'on appelle le fine-tuning. On peut faire un petit peu d'entraînement sur quelques exemples et casser les protections qui ont été mises. Donc, ça, c'est un problème pour le open source parce que on ne sait pas faire en sorte de rendre un modèle public euh, tout en empêchant que quelqu'un puisse l'utiliser à des fins dangereuses pour la société. Alors, en plus du problème de l'alignement, il y a le problème de l'utilisation à des fins d'augmentation de son propre pouvoir. Donc, pourquoi est-ce que les gens voudraient utiliser l'IA? Ben, c'est pour augmenter leur influence dans toutes sortes de domaines, politiques, social, militaires, économiques. Donc, même si on résolvait le problème de l'alignement, on aurait un problème politique, un problème social. Comment s'assurer que le pouvoir que ces systèmes donnent soit, ne démolisse pas le principe de la démocratie, qui, après tout, est le partage du pouvoir. Donc, si le pouvoir est concentré, on peut imaginer au départ déjà une certaine concentration économique, mais ça peut rapidement se transformer en concentration de pouvoir politique ou militaire. Donc, comme aujourd'hui, ces systèmes sont pratiquement exclusivement entre les mains d'entreprises, quelques-unes d'ailleurs, je pense qu'il y a une urgence pour les gouvernements et à un niveau multilatéral ou international de développer le muscle, la capacité de au moins réglementer, mais éventuellement utiliser l'IA pour que cette IA soit sous contrôle démocratique plutôt qu'entre des mains un peu arbitraires de qui contrôle telle compagnie. En fait, bon, ce qu'on a vu avec OpenAI aujourd'hui, ça donne un avant-goût de ces enjeux de pouvoir. Dans les risques qui sont beaucoup discutés, donc désinformation, c'est-à-dire volontairement introduire de l'influence politique, par exemple, pour faire changer les résultats des élections ou changer d'opinion les populations. En fait, ça existe déjà, simplement ça pourrait être à plus grande échelle avec les systèmes qui sont déjà là ou qui pourraient exister d'ici 1 an, 2 ans. Donc, c'est quelque chose dont il faut s'occuper d'urgence. Et avec l'arrivée des systèmes qui peuvent dialoguer, hein, comme ChatGPT, c'est pas seulement les images, la vidéo, les sons, mais c'est aussi la possibilité, par exemple, sur les médias sociaux, d'IA qui puissent devenir amis avec vous et vous faire changer d'avis d'une manière beaucoup plus subtile que simplement vous montrer un mime qui, bon, duquel on peut se défendre plus facilement. Et moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que ces systèmes ne sont pas statiques. Donc, d'une part, ils vont devenir de plus en plus compétents et d'autre part, ils peuvent devenir plus compétents spécifiquement à influencer les êtres humains à travers l'expérience, essais et erreurs sur des millions ou des centaines de millions de personnes et éventuellement devenir même meilleurs que les êtres humains à influencer les êtres humains. Donc, nous, on a des défenses naturelles pour éviter qu'on se fasse influencer, mais ça se pourrait qu'on arrive à une situation où on est trop facile à influencer, encore plus qu'aujourd'hui. Bon, après, il y a tous les enjeux dont j'ai parlé, mais plus précisément au niveau de l'outil comme arme. Pour l'instant, la crainte qui est la plus discutée, c'est pas nécessairement de développer des nouvelles armes, mais de rendre des attaques plus faciles à des entités qui n'avaient pas nécessairement l'expertise pour le faire facilement, parce que un outil comme ChatGPT connaît beaucoup de choses, et si on le débloque ses sécurités, ChatGPT ou Llama, enfin quel système, si on réussit à contrecarrer ces sécurités, qui, comme j'ai dit, est assez facile aujourd'hui, bah, les criminels pourraient, les terroristes, les États voyous pourraient se voir plus facilement mettre au point des attaques, donc des cyberattaques, des développements d'armes chimiques, biologiques,
Et puis évidemment, il y a le danger d'utilisation de ces systèmes par des militaires. C'est déjà en train de se faire à la fois en Ukraine et dans la bande de Gaza. Enfin, il y a beaucoup de rapports qui laissent penser ça. Et puis, en fait, la guerre est un terrain qui va probablement accélérer le développement des IA militaires. Donc, c'est aussi un enjeu. On doit s'inquiéter. Et puis, l'autre chose dont on doit s'inquiéter, c'est que si on va sur le dark web, c'est-à-dire qui est pas où les gens peuvent faire toutes sortes de choses de manière anonyme, et donc c'est surtout des criminels qui vont là. En fait, il y a déjà des produits criminels qu'on peut acheter qui sont sûrement des versions de Llama ou de Falcon ou d'autres systèmes open source qui ont été dont les sécurités ont été enlevées et qui sont loués ou vendus pour des usages criminels de toutes sortes, comme ceux dont j'ai parlé. Et puis, évidemment, il y a la question de perte de contrôle. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'inquiètent de ça. En ce qui me concerne, je pense qu'on ne peut pas être sûr dans un sens ou dans un autre, mais c'est tellement grave comme possibilité qu'on ne peut pas juste la nier sans argument scientifique. Et puis, en plus, on peut avoir une perte de contrôle non intentionnelle, non, ce dont je parlais, mais aussi une perte de contrôle intentionnelle. C'est qu'il y a des êtres humains, des chercheurs que je connais, qui disent ouvertement qu'ils aimeraient que l'humanité soit remplacée par des IA plus intelligentes que nous. Et donc, ces gens-là sont tout à fait ouverts à l'idée de donner des instructions à la machine de se préserver. S'auto-préserver, c'est essentiellement l'instruction de base de la vie. Hein. Se préserver, c'est aussi se copier, se répliquer pour éviter qu'on puisse éteindre votre programme. Mais on ne veut pas ça. On veut des IA qui soient des outils qui nous servent nous et non pas leurs propres intérêts qui pourraient être en conflit avec les nôtres. Donc, c'est peut-être moins, disons, à l'ordre du jour au niveau de la réglementation aujourd'hui, mais je pense qu'il faut essayer d'aller vers un contrôle démocratique qui nous protège contre toutes ces éventualités, incluant celle-là. Donc, il y a quelques mois, j'ai témoigné au Sénat américain sur ce que je pensais de ces situations et de ce que les gouvernements pourraient faire. Donc, il y a un long document de 14 pages, si ça vous intéresse, qui est facile à trouver, via mon blog, par exemple, ou sur la page du Sénat, et où je propose en gros 3 types d'interventions au niveau réglementation, en particulier pour éviter les mésusages dont j'ai parlé, et ce qui implique aussi de sécuriser ces systèmes, et donc que les systèmes les plus avancés ne soient pas distribués sans qu'on ait pu démontrer leur innocuité. Et puis ensuite, des investissements en recherche de 2 types, disons de la recherche plus ouverte, au niveau de la gouvernance et au niveau des algorithmes pour construire des IA sécuritaires ou les évaluer pour savoir à quel point on devrait les déployer ou comment on devrait les déployer. Et finalement, de la recherche qui ne serait pas publique, mais qui devrait être multilatérale pour se préparer face à l'éventualité où, malgré les réglementations les meilleures qu'on peut imaginer, malgré les traités qu'on puisse imaginer, il va y avoir des humains qui vont quand même, par cet attrait du pouvoir, construire des IA qui pourraient être dangereuses. Et donc, il faut que la société se protège. Ça devient un enjeu de défense, un enjeu de sécurité nationale. Il faut le faire, mais d'une manière qui ne crée pas plus de problèmes pour la démocratie ou pour l'émergence d'IA dangereuses que ce qu'on essaye de résoudre. Donc, c'est quand même pas trivial de comment on peut aborder cet enjeu. Des petits points sur les discussions qu'il y a en ce moment au niveau réglementation. Donc, pour ce qui est du partage des modèles préentraînés, l'argument que je mets de l'avant, c'est que c'est une décision qui est irréversible. Une fois qu'elle est partagée, on ne peut plus le faire revenir. Et qui donc peut avoir des conséquences sur toute la société, en particulier donc si des personnes avec des mauvaises intentions l'utilisent et avec des enjeux de sécurité nationale. Et donc, c'est la décision de partager ou pas un système devrait être
sous contrôle démocratique et non pas simplement la volonté d'un chef d'entreprise ou d'une équipe de chercheurs. En gros, c'est le point que je défends. Après, comment on décide ce qui devrait ou qui ne devrait pas être partagé, ça devient quelque chose de technique, incluant les risques sécurité nationale. Mais il faut d'abord s'entendre sur le fait que ça devrait être une décision collective, une décision démocratique, au cas par cas, et parce que la plupart des IA actuelles ne sont pas assez puissantes pour être vraiment dangereuses, mais si on pense à ce qui est en train d'arriver dans les prochaines années, peut-être même en 2024, je pense qu'il faut rapidement se poser cette question. Donc voilà. L'autre élément, c'est que bien que effectivement partager a beaucoup d'avantages. Et moi, j'ai été un défenseur du open source, disons à tout crin, toute ma vie, toute ma carrière. Il faut voir les avantages et les inconvénients. Mais peut-être que certains des avantages peuvent être obtenus d'autres manières. Par exemple, un des avantages intéressants du open source, c'est que ça permet à des chercheurs indépendants de trouver des bugs, enfin des problèmes de sécurité, par exemple, dans les systèmes. C'est quand même important comme avantage. Mais il y aurait d'autres manières de faire. Il y a des solutions logicielles, informatiques, pour donner accès à ces systèmes à des chercheurs, évidemment, qui sont des vrais chercheurs, et auxquels on a confiance, mais de telle manière qu'ils ne puissent pas copier ou qu'ils ne puissent pas, en fait, avoir accès direct à tous les points, mais qu'ils puissent jouer avec les systèmes à travers l'interface. Donc, ça, c'est une chose. Aussi, il y a un élément qui est proposé, c'est que, effectivement, en rendant les systèmes ouverts, on démocratise, je ne pense pas que c'est le bon mot, en fait, on rend accessible à beaucoup de gens un certain pouvoir, mais pas à tout le monde. C'est seulement une petite partie de la population qui auront la possibilité de tirer parti de ces systèmes dans un sens que ça leur donne un pouvoir accru. Mais il y a d'autres manières de démocratiser, entre autres par la gouvernance de ces systèmes très puissants, en s'assurant que les décisions importantes sont prises de manière qui est alignée avec les valeurs, les objectifs de la société. Donc, avec des audits indépendants, avec peut-être même des boards de ces organisations qui représentent non seulement des intérêts commerciaux, mais surtout les intérêts de la société plus largement. Et aussi en s'assurant que les profits qui sont générés sont redirigés vers l'ensemble de la société et non pas concentrés. Dernière slide. Donc, ce qui se passe en ce moment en Europe autour du AI Act, il y a, vous êtes sans doute au courant qu'il y a des points de vue différents entre d'un côté la France, l'Allemagne et l'Italie et d'autre part la Commission européenne et le Parlement. Et je pense qu'il y a une tentative d'éliminer la réglementation pour les très gros systèmes, donc frontières. Mais je crois que ce serait une grave erreur. Avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je pense que ça devrait être clair que, ne serait-ce que pour les enjeux de sécurité nationale, il faut que les États puissent mettre des balises. Par ailleurs, si on ne contrôle pas correctement donc, des voluntary commitments, enfin des engagements volontaires, c'est loin d'être suffisant. Ce que ça veut dire, c'est que par contre, on réglemente les petits systèmes, enfin les déployeurs, les petites compagnies, les moyennes compagnies qui vont déployer. En fait, on arrive à quelque chose de très inefficace parce que pour assurer la sécurité de ces systèmes, c'est principalement ceux qui les entraînent qui peuvent le faire. Et les compagnies qui vont déployer n'ont pas nécessairement les moyens financiers et techniques, ou même l'accès qui permettrait de faire les évaluations que les gouvernements aimeraient pour sécuriser ces systèmes. Et donc, on se retrouvait dans une situation où, en fait, c'est les gros qui peuvent se payer les milliards que ça coûte pour entraîner ces systèmes qui seront complètement libres, et les petits qui vont les appliquer dans plein de niches, qui auraient tout le poids de la réglementation, ce qui n'a absolument aucun sens. Et en plus d'être économiquement inefficace parce que il faut un contrôle de l'État en fait, autant au niveau des développeurs, ceux qui fabriquent ces systèmes, qu'au niveau de
ceux qui déploient. Et chacun a sa part de responsabilité et c'est ce qui protégera le mieux le public. Voilà, merci.